Bonjour à tous, cette vidéo constitue le cours numéro 4 et dernier sur le déterminant. On y étudie les applications des déterminants. Alors, dans le point 5 du polycopié que nous suivons, qui s'appelle application, il y a un point 5.1 dans lequel sont rappelées des conditions nécessaires et suffisantes. Alors, d'abord, pour qu'une matrice carrée soit inversible. On a utilisé beaucoup ce type de matrice et on a accumulé des connaissances. Bon, ce qui se rajoute, c'est qu'elle est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Mais le petit paragraphe résume toutes les autres conditions nécessaires et suffisantes pour que cette matrice soit inversible. Dans un deuxième temps, il y a des conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un endomorphisme d'un espace vectoriel de dimension finie soit un automorphisme, c'est-à-dire soit une bijection. Là encore, on rajoute déterminant de f différent de 0, mais il y a un rappel sur toutes les autres conditions nécessaires et suffisantes, notamment en parlant du noyau, de l'image et du rang. Et enfin, des conditions nécessaires et suffisantes pour que dans un espace vectoriel de dimension n, une famille de n vecteurs forme une base de cet espace vectoriel. On rajoute donc que le déterminant de ces n vecteurs dans un espace vectoriel de dimension n n'est pas nul. Ça, c'est une CNS pour que la famille en question soit une base, mais il y en a d'autres, notamment sur sa matrice et son rang. Alors, on passe donc, en fait, j'ai un petit peu sauté ce paragraphe pour passer directement à ce qu'on appelle la comatrice. Alors, je réindexe un petit peu le cours pour l'appeler 5.1, utilisation de la comatrice. Alors, définissons ce que c'est que la comatrice d'une matrice carrée NN. On en prend une, A, dont les coefficients s'appellent AIJ, dans Mn de K, c'est-à-dire qu'elle est avec n lignes et n colonnes. N est un entier supérieur ou égal à 1. La comatrice de A, alors on l'appelle comme ça, là, CON de A, donc j'ai dit que c'était CIJ, ses coefficients. Définir la comatrice, c'est définir les CIJ. C'est fait ici pour tout IJ appartenant à un n carré. CIJ, c'est moins 1 exposant I plus J fois MIJ. Un rappel, ça va avec le cours sur précédent où on introduisait la notion de mineur. MIJ désigne le mineur IJ de A. C'est le déterminant, c'est un déterminant, donc c'est un scalaire 1 de la matrice de taille n-1, n-1, de format n-1, n-1, obtenu à partir de A en supprimant la ligne I et la colonne J. Ça, c'est MIJ. Un vocabulaire, un terme de vocabulaire, déjà vu, mais que je rappelle, CIJ s'appelle le cofacteur IJ de grand A. Autrement dit, la comatrice, c'est la matrice des cofacteurs. La différence avec le mineur, c'est qu'on rajoute un signe moins 1 exposant I plus J. Autrement dit, moins 1 si la somme des indices des lignes et des colonnes est impair, et 1 si la somme des indices des lignes et des colonnes est paire. J'ai dit 1 si la somme est paire, moins 1 si la somme est impair. Alors, je donne tout de suite un petit exemple de calcul et la propriété fondamentale concernant la comatrice. Alors, j'ai repris l'exemple qui figure dans le poly pour une matrice A3, 3, 3, moins 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 0 énoncé en ligne. Et j'ai préparé le travail du calcul de la comatrice. Vous voyez que j'ai placé ici des déterminants 2, 2 à compléter. En effet, comme A est 3, 3, les cofacteurs seront des déterminants de 2. J'ai aussi placé les signes plus, moins, etc. Alors pourquoi plus ici parce que ce terme est en position 1, 1, et 1 plus 1 c'est pair. Ici moins, puisque ce terme est en position 1, 2. 1 plus 2 est impair. Par exemple celui-là, c'est 2, 1 avec un moins, et celui-là c'est 3, 2, donc il y a un moins. Devant. Allons-y, ici j'ai fait les 3 premiers cofacteurs en enlevant d'abord la première ligne, puis successivement la première colonne. Il vient le cofacteur 1, 2, le mineur, 1, 2, 2, 0. Si j'enlève première ligne et deuxième colonne, il vient le mineur 1, 2, 0, 0. Et si j'enlève la troisième colonne, il vient le mineur 1, 1, 0, 2.
Poursuivons comme ça. Cette fois, j'enlève la deuxième ligne, puis successivement la première, deuxième et troisième colonne. Il vient moins 1, 2, 2, 0, puis 3, 2, 0, 0, puis 3, moins 1, 0, 2. Ici, attention, le moins 1 est bien sûr près du 1, le moins est près du 1. Cette fois, pour avoir les cofacteurs ici en troisième ligne, j'enlève la troisième ligne, puis successivement première, deuxième et troisième colonne. Il vient moins 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, et enfin 3, moins 1, 1, 1. Alors, il n'y a plus qu'à faire les petits calculs. Ici, le déterminant vaut moins 4. Là, le déterminant vaut 0. Là, le déterminant vaut 2. Ici, le déterminant vaut moins 4, mais il y a un moins devant, donc ça fait 4. Là, le déterminant est nul. 3 fois 2, ça fait 6, mais il y a un moins devant, donc moins 6. Ici, moins 2, ça fait moins 4 pour ce déterminant. 3 fois 2, 6, moins 2, 4, mais il y a un moins devant, donc moins 4. Et enfin, celui-là, ça fait, donc 3 fois 1, moins 1, ça fait 4. Alors, voilà cette comatrice. Hein. Si A, c'est cette matrice 3, 3, sa comatrice, c'est celle-ci. Voilà pour ce petit exemple. Passons à la proposition principale que je vous ai annoncée. Pour A, une matrice carrée NN, on a le produit de A par transposé de comatrice de A, soit à droite, soit à gauche. Donc, A fois transposé de comatrice de A ou transposé de comatrice de A fois A, c'est déterminant de A fois IN. Alors, il faut bien comprendre ce que c'est déterminant de A fois IN. Hein. Ça, c'est une matrice diagonale, NN, dont tous les termes sur la diagonale sont déterminants de A. Faisons la preuve. On pose transposé de comatrice de A, j'ai appelé C'IK, alors j'aurais pu les appeler IJ, mais on va les multiplier par ceux de A, donc j'ai préparé un petit peu le terrain, C'IK, pour IK entre 1 et N. Je vous rappelle qu'on a A, c'est la matrice des AIJ, mais aussi des AKJ, si on appelle K l'indice des lignes. Bon, j'ai fait ça pour vous rappeler que si on multiplie cette matrice par celle-là, vous voyez que là, pour l'instant, je m'occupe de cette égalité-là, transposé de comatrice de A fois. Je vais calculer son IJN terme, donc transposé de comatrice de A fois, j'appelle ça la matrice des gamma IJ. Que vaut gamma IJ? La somme pour K égale 1 jusqu'à N des C'IK fois AKJ, mais ça, comme la transposée de la matrice C'IK, c'est CIK. Autrement dit, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des CKI. AKJ. Oui, mais CKJ, ça c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des moins 1 exposant K plus I mineur d'indice KI multiplié par AKJ. Alors, voilà ce que ça donne. Il faut distinguer maintenant deux cas, parce que ça commence à ressembler fortement à ce qu'on appelle la formule de développement par rapport à une colonne. Regardez ici, hein, les K sont des indices de colonne et ils varient entre de ligne, pardon. K c'est des indices de ligne et ils varient entre 1 et N. Donc ça ressemble fortement à une propriété de développement par rapport à une colonne. Problème ici, I et J, c'est pas les mêmes. Alors si c'est les mêmes, là c'est vraiment le développement par rapport à une colonne. Donc on va faire deux cas là, I différent de J et I égale J. Commençons par ce dernier. Poursuivons notre preuve. J'ai rappelé la valeur de gamma IJ juste en échangeant la place de AKJ et MKI. Regardez, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N des moins 1 exposant K plus I. MKI ou M est le mineur KI. Alors vous voyez que ça c'est vraiment ce qu'il y a dans la décomposition suivant la colonne I du déterminant. Regardez, K varie de 1 à N, c'est un indice de ligne, et ça c'est presque le développement suivant la colonne I
du déterminant de A. Problème, il faudrait qu'il y ait I ici. Mais alors ça, c'est le cas pour I égale J. Faisons le I égale J. Alors, j'ai mis J pour que... On peut mettre gamma II, hein. J'ai mis gamma JJ pour que ce soit la colonne J et que ce soit plus parlant. C'est la somme donc pour donc gamma II égale gamma JJ, c'est la somme pour K égale 1 jusqu'à N, des moins 1 exposant K plus J, A, K, J, M, K, J. Alors là, c'est exactement ça. MKJ, K plus J et moins 1, K plus J, quand K varie de 1 à N, ça donne la formule du développement suivant la colonne J de déterminant de A. Ça vaut déterminant de A. C'est vrai pour tous les J entre 1 et N, donc les termes diagonaux de transposés de la comatrice de A fois A sont déterminants de A, sont tous déterminants de A. Alors maintenant pour I différent de J, gamma IJ, alors on a dit que s'il n'y avait pas eu ça, ça aurait été le développement suivant la ième colonne. Mais bon, vous voyez ici que ça c'est bien AKJ, donc quand K vaut 1, ici il y a A1J, puis A2J, puis 3 petits points ANJ. Néanmoins, c'est bien le développement suivant la colonne, la formule du développement suivant la colonne I du déterminant que je viens d'écrire ici. Alors, à quoi ressemble ce déterminant? À celui de A dans lequel on aurait enlevé la colonne I pour le remplacer par les coefficients de la colonne J. Mais la colonne J, elle est autre part. Autrement dit, la colonne J de A est présente 2 fois dans ce déterminant. Donc ici, gamma IJ, c'est 0. Ainsi, transposé de la comatrice de A fois A, c'est alors des termes diagonaux, tous égaux à déterminant de A. Tous les autres coefficients nuls, ça c'est bien déterminant de A multiplié par IN. Alors, on montre de façon similaire, en fait en utilisant la formule de développement suivant une ligne, que A fois transposé de comatrice de A, c'est déterminant de A multiplié par IN, d'où la double égalité. Alors là où c'est très intéressant, c'est que quand déterminant de A n'est pas nul, ça va fournir une formule, alors certes un peu théorique, elle ne sert pas souvent, mais une formule pour l'inverse de A. Quand elle est inversible, bien sûr, c'est-à-dire quand déterminant est non nul. Le corollaire annoncé donc, soit A une matrice carrée NN telle que le déterminant de A n'est pas nul. On sait que A est inversible, mais on a aussi A-1 égale 1 sur déterminant de A fois transposé de sa comatrice. Alors, preuve, pour déterminant de A différent de 0, 1 sur déterminant de A est un scalaire qui existe, et si vous multipliez la matrice 1 sur déterminant de A fois transposé de comatrice par A, eh bien ça fait 1 sur déterminant de A fois ce produit, c'est-à-dire déterminant de A fois IN, hein, ça c'est des scalaires, ça c'est une matrice, mais ça fait IN, alors vous savez que ça suffit pour dire que cette matrice-là est l'inverse de A. On aurait pu le vérifier dans l'autre sens, hein, mais ce n'est pas la peine. Vous savez qu'une condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice soit l'inverse de A, c'est que B fois A égale IN. Un petit exemple, celui de tout à l'heure, notre matrice 3, moins 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 0 en ligne a pour comatrice celle que l'on avait calculée là. Reste à déterminer son déterminant. Alors bon, comme il y a pas mal de zéros, ça va assez vite. De toute façon, les matrices 3, 3, ça va assez vite. Hein. On fait le produit de ces trois-là, 3 fois 1 fois 0, ça fait 0. 1 fois 1 fois 2 ici. Hein. Donc ça fait plus 4. 0 fois moins 1 fois 2, ça fait plus 0. On passe au négatif. Les 3 de la diagonale, ça fait 0. C'est 2 fois 2 fois 3, ça fait moins 12. Et enfin, 0 fois 1 fois moins 1, ça fait 0. Le tout, ça fait moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Autrement dit, on peut annoncer que l'inverse de A, ça fait moins 1 huitième. On va mettre le moins 1 là-haut, c'est quand même plus joli. Moins 1 huitième de moins 4. Alors attention, il faut prendre la transposée de la comatrice. Donc moins 4, 0, 2.
4, 0, moins 6 et moins 4, 4. Voilà. Alors, une petite remarque, ça c'était une matrice 3-3. Une petite remarque sur les matrices 2-2. Alors, on avait il y a longtemps eu un critère pour l'inversibilité d'une matrice 2-2 et la forme de son inverse. Retrouvons-le. Je prends A égale A, B, C, D dans M2 de K, K étant soit R, soit C. Sa comatrice, alors regardez, il s'agit ici de calculer les mineurs et les cofacteurs. Alors le mineur 1, c'est D, donc on le met ici avec un plus. On va faire pareil pour D, le mineur D, c'est le déterminant de A tout seul, c'est A, et comme il est en position de 2, on va mettre A. Le mineur 1, 2, donc on en laisse là et là, c'est C, mais il est en position justement 1, 2, donc il faut mettre moins C, et ici il y a moins B. Alors pour AD moins BC, c'est le déterminant de cette matrice. On retrouve A moins 1 égale 1 sur AD moins BC, transposé de la matrice que je viens d'écrire ici, donc DA reste là. En revanche, moins C et moins B sont échangés. Il faut que je mette un beau moins B ici. Voilà. Alors, à l'époque, je vous avais dit, vous inversez les éléments diagonaux et vous opposez les antidiagonaux. Bon, voilà la forme l'inverse d'une matrice 2-2 inversée. Vous voyez que la convention qu'on avait pris ici, c'est que le déterminant d'une matrice 1-1, c'est le nombre, le coefficient tout seul. C'est plus qu'une convention, on peut définir ça comme ça. Bon, voilà pour ces utilisations de la comatrice. On passe au point 5.2. Alors, puisque j'ai décalé le point 5.1, j'ai rajouté un point 5.2 sur les formules de Cramer en dimension n. Alors, elles sont la proposition qui donne ce qu'on appelle les formules de Cramer, soit grand A une matrice dans GLN de K, c'est-à-dire que A est dans Mn de K, c'est une matrice carré NN qui est inversible, donc son déterminant n'est pas nul. On considère le système linéaire S qui s'écrit AX égale B, dont l'inconnu est X égale X1, X2 jusqu'à Xn appartenant à Kn. Je vous rappelle qu'on identifie Kn à Mn1 de K, autrement dit les matrices à n lignes et une colonne, et où B, le second membre, c'est B1, B2, Bn. Il est fixé dans K exposant n, c'est-à-dire dans Mn1 de K. On sait que S admet une solution unique. Pourquoi ? Pour des raisons de bijectivité de FA, par exemple. Ça s'écrit FA de X égale B. Il y a une solution unique. On sait d'ailleurs que c'est A-1 fois B, puisque c'est F indice A-1 de B. Je vous rappelle que FA est la fonction qui a X associé à X. Et donc, sa réciproque, c'est F indice A-1 qui a X associé A-1X. L'unique nuplet X vérifiant ça, c'est A-1B. Tout ça est plutôt des évidences. Ce qui est moins, c'est la valeur de ce X à l'aide d'un déterminant. Proposition avec les notations ci-dessus. Et si on rajoute le fait que C1, C2 jusqu'à Cn sont les colonnes de grand A, donc elles aussi des éléments de Mn1 de K ou de Kn, on a S équivaut à, pour tout K appartenant à 1n, xk c'est 1 sur déterminant de A. Alors le déterminant de A n'est pas nul. Et ici, le déterminant d'une matrice qui est constituée de la façon suivante, on met C1, hop, à côté de, on va jusqu'à C indice K-1. Et là, au lieu de mettre CK, on met B. On reprend à C indice K plus 1 et on va jusqu'à Cn. Alors, j'aurais pu mettre des virgules en disant que c'est le déterminant dans la base canonique de K exposant n, mais je laisse ça comme cela. La remarque que je veux faire, c'est que déterminant de A, bien sûr, est non nul. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est comment on construit le déterminant ici.
Je répète, on garde les colonnes de A et on remplace la km par le second membre du système. Allez, on prouve ce résultat tout de suite et on donne un petit exemple. Faisons la preuve de cette proposition, donnant la formule dite de Cramer. Alors, la solution grand X égale, remarquez que j'ai repris pour la solution les notations données pour l'inconnu. C'est pas terrible, mais enfin, gardons quand même ces notations. x1, x2 jusqu'à xn de S, vérifie. Alors, matrice A fois cette colonne de x1, x2 jusqu'à xn égale B, où B c'est la colonne B1, B2 jusqu'à Bn. Mais avec nos notations, les colonnes de A sont C1, C2 jusqu'à Cn. Donc, multiplié par grand X, ça fait x1, C1 plus x2, C2 plus xn, Cn. C'est-à-dire que B, c'est la somme pour J égale 1 jusqu'à N des x, J, c'est J. Alors, prenons K dans un N. Calculons le déterminant que l'on annonce, c'est-à-dire en remplaçant la kème colonne de A par B. Bon, j'ai renoncé au slash, là j'ai écrit déterminant dans la base canonique de Kn, comme ça je peux mettre des virgules. Avec B qui vaut la somme pour J égale 1 jusqu'à N des x, J, c'est J. Je rappelle, B c'est x1, C1 plus x2, C2 plus xn, Cn. Ça fait la somme pour J égale 1 jusqu'à N des x, J, déterminant de C1 jusqu'à CK-1. Ici, on met CJ. C indice K plus 1 et on va jusqu'à Cn. Oui, mais regardez ici, le CJ, il est à la place K. Oui, il faut toujours pareil, modifier légèrement les notations si on est à la place 1 ou à la place N, mais ça, le fait de l'avoir environné par C indice K-1 et C indice K plus 1, c'est pour matérialiser le fait qu'il est à la place K. Eh bien, regardez, dans tous ces déterminants, le seul qui sera pas nul, c'est celui où J égale K. Car sinon, CJ qui est à la place K est aussi quelque part ailleurs, à la place J. Et dans ces cas-là, ça fait 0. Autrement dit, le seul terme non nul est obtenu pour J égale K. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça vaut si J égale K? XK ici, devant, et puis déterminant de C1, CK-1, CK, CK plus 1, Cn. Mais ça, c'est le déterminant de A, puisqu'on a remis toutes les colonnes de A dans le bon ordre. Autrement dit, ça vaut XK fois déterminant de A. Alors, c'est terminé, puisque le déterminant annoncé, ici, là, celui-là, déterminant de, comme ça, vaut xk fois déterminant de A. Donc, xk, c'est ce déterminant divisé par déterminant de A, qui, je vous le rappelle, est non nul. Une remarque, j'ai bien sûr utilisé ici la linéarité par rapport à la kème variable du déterminant, puisque B était une somme. J'ai développé ici en utilisant la n-linéarité et plus particulièrement la linéarité par rapport à la kème variable. Un petit exemple dans M3 de R, reprenons notre matrice A de tout à l'heure, celle qui était 3, moins 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 0 en ligne. Si on crée le système A fois x1, x2, x3 égale b1, b2, b3, ce système équivaut à... Alors, j'ai pas la place de calculer x1 et x2, on va le faire. Je vous rappelle que le déterminant de la matrice, c'est moins 8. Et donc, pour calculer la première composante de l'unique solution de ce système, on remplace la première colonne de A par b1, b2, b3. On recopie les deux suivantes. Hop, 2, 0, 2, 2, 0, pardon. Et voilà, on a x1. Alors, évidemment, ça dépend de b1, b2, b3, moins 1 huitième de un petit développement, par exemple. Alors, b1 facteur de 1, donc ici, il vient moins 4 b1.
B2, alors facteur, il faudra mettre un moins hein, quand on développe. Ici, il y a moins 0, moins 4, donc ici, il y a plus 4, B2. Et enfin, pour B3, c'est le déterminant ici qu'il faut regarder. Donc ici, moins 2, il y a moins 4, B3. Alors, je vous laisse faire les autres, hein, B1, B2, enfin, pardon, X1, X2 et X3. Une remarque quand même, c'est qu'on retrouve là la première ligne de A-1. Si ça c'est A, je retrouve A-1 égale... Alors, en première ligne, je vais avoir donc moins 1 huitième. Ici, il va venir moins 4, 4, moins 4. Et puis ici, des coefficients issus du calcul de x2 et x3. Parce que, bon, je vous laisse vérifier quels sont-ils. Je vous rappelle que S équivaut à x1, x2, x3 égale A-1 fois B1, B2, B3. Donc la première ligne de A-1 doit être moins 1 huitième de moins 4, 4, moins 4. Les autres, bon ben vous pouvez refaire le calcul, c'est évidemment compatible. Alors vous voyez que la formule de Cramer en dimension 3 généralise celle qu'on utilisait en dimension 2. Elle est valable en dimension n. Bon, à partir de n égale 4, c'est un peu délicat parce que les déterminants 4, 4, ça se calcule pas comme ça. Hein. Vous avez vu, dans les TD, c'est pas si facile. Néanmoins, ça peut être un résultat théorique qui donne la kème composante de l'unique solution d'un système de ce type en dimension n. Voilà. On passe au point 5.3 qui concerne l'orientation d'un R espace vectoriel de dimension finie. Le EV signifie espace vectoriel. Le fait que K égale R, c'est important, hein, puisqu'on va parler de positivité, et que cette notion n'a pas de sens dans ce. Donc E est un R espace vectoriel de dimension finie afin que l'on puisse calculer des déterminants. Définition, hop, on prend deux bases bêta et bêta prime de E. On dit que bêta a le même sens que bêta prime si le déterminant dans la base bêta de bêta prime est strictement positif. Une remarque, on sait, puisque bêta prime est une base, bêta étant aussi une base de déterminant dans la base bêta de bêta prime, n'est pas nul. Autrement dit, il est soit strictement positif, soit strictement négatif. D'autre part, en pratique, pour calculer ce déterminant, on calcule le déterminant de la matrice de passage de bêta vers bêta prime. Hein, j'ai rappelé le symbole. Bêta en bas, bêta prime en haut, c'est la matrice de passage de bêta à bêta prime. Qu'est-ce que c'est? C'est la matrice des coordonnées des vecteurs de bêta prime sur la base bêta. Mat dans la base bêta de bêta prime. C'est une matrice qui est NN et inversible, donc dans GLN de R. Alors, vous voyez qu'on vient de créer une relation à l'intérieur de l'ensemble des bases de E, parce que on dit B a même sens que bêta prime, c'est une relation, ça peut être vrai ou faux. Alors, cette relation, c'est une relation d'équivalence dans l'ensemble de toutes les bases de E. On va montrer ça tout de suite. Il s'agit donc de montrer qu'elle est réflexive, toute base a le même sens qu'elle-même. Transitive, si bêta a le même sens que bêta prime, alors bêta prime a le même sens que bêta. Ça c'est symétrique, pardon, j'ai dit, hein, symétrique, si bêta a le même sens que bêta prime, alors bêta prime a le même sens que bêta. Et finalement transitive, si bêta a le même sens que bêta prime, qui elle-même a le même sens que bêta seconde, alors bêta a le même sens que bêta seconde. Faisons cela tout de suite. Pour la preuve, on notera grand B de E, l'ensemble des bases de grand E, et R, la relation a le même sens que. Premier point, donc, pour bêta dans grand B de E, donc une base, le déterminant de bêta dans bêta, vous savez que c'est 1. C'est strictement positif, donc bêta est en relation avec elle-même. On a montré que notre relation est réflexive. Prenons maintenant deux bases bêta et bêta prime. On sait que le produit déterminant dans la base bêta de bêta prime fois déterminant dans la base bêta prime de bêta, alors ça je vous rappelle, ça fait déterminant dans la base bêta de bêta. Mais déterminant dans la base bêta de bêta, ça fait 1. Conclusion, si ça c'est strictement positif, ça aussi, et réciproquement d'ailleurs,
Donc, le fait que bêta soit de même sens que bêta prime implique le fait que bêta prime soit de même sens que bêta. Et notre relation est symétrique. Enfin, prenons trois bases bêta, bêta prime, bêta seconde. Alors, je calcule le déterminant dans la base bêta de bêta seconde. C'est le déterminant dans la base bêta de bêta prime fois le déterminant dans la base bêta prime de bêta seconde. Je vous rappelle que, en fait, s'il n'y avait pas bêta seconde, ça serait une égalité d'application. On l'applique justement à bêta seconde et on a cette relation. Voyons donc si bêta est en relation avec bêta prime, ça c'est strictement positif. Et si bêta prime est en relation avec bêta seconde, ça c'est strictement positif. Le produit de deux strictement positifs étant strictement positif, alors ça l'est aussi. On a donc montré que bêta en relation avec bêta prime et bêta prime, attention j'ai oublié le prime ici, c'est important, et bêta prime en relation avec bêta seconde implique que bêta est en relation avec bêta seconde. C'est-à-dire que notre relation est transitive. Voilà qui termine la preuve. Alors maintenant, si déterminant dans la base bêta de bêta prime, où bêta et bêta prime sont de deux bases, bon, dans un sens ou dans l'autre, vous voyez la position de bêta par rapport à celle de bêta prime n'a plus aucune importance vu la symétrie. On dit que bêta et bêta prime sont des bases de même sens. On dit des bases de même sens. Et réciproquement, dans le cas contraire, si bêta prime a un déterminant sur la base bêta strictement négatif, ou bêta a un déterminant sur la base bêta prime strictement négatif, on dit que bêta et bêta prime sont des bases de sens contraire. Alors, l'idée qui va suivre, c'est qu'en fait, il n'y a que deux classes d'équivalence pour la relation bêta de E. On va pouvoir séparer l'ensemble des bases en deux grandes classes d'équivalence. Alors, orienter E, ça sera choisir l'une de ces classes comme étant celle des bases directes, l'autre étant dite classe des bases indirectes. Montrons déjà le fait qu'il n'y a que deux classes d'équivalence. Alors, avant d'énoncer clairement et de démontrer la proposition prévue, un petit rappel, quand on dispose d'une relation d'équivalence à l'intérieur d'un ensemble et qu'on prend un élément de cet ensemble, quelle est sa classe d'équivalence? La classe de X, par exemple, fixée. La classe de X, c'est l'ensemble de tous les Y dans notre ensemble qui sont en relation avec X. L'ensemble de tous les Y tels que X, R, Y. Alors, vous voyez que X est dans sa propre classe d'équivalence, puisque X, R, X. X est en relation avec X. Aucune classe d'équivalence n'est donc vide. Et on a vu dans le chapitre sur les relations que l'ensemble de toutes les classes d'équivalence forme ce qu'on appelle une partition de l'ensemble global. Aucune n'est vide et l'union des classes d'équivalence, c'est l'ensemble total. Alors, dans notre cas, la relation d'équivalence, c'est à même sens que, et l'ensemble, c'est l'ensemble de toutes les bases de grand E. Qu'est-ce que c'est que la classe d'équivalence d'une base? C'est l'ensemble de toutes les bases qui a même sens qu'elle. Alors, la proposition annonce que cette relation d'équivalence possède seulement deux classes d'équivalence. Parmi l'ensemble de toutes les bases, il n'y a que deux sous-ensembles formant des classes d'équivalence. Alors, fixons une base bêta 0, E1, E2 jusqu'à En, arbitrairement. À partir de celle-ci, on construit la base gamma 0 obtenue en changeant E1 seulement par moins E1. On garde tous les autres. Alors, c'est évidemment encore une base de grand E, notamment parce que le déterminant de l'une sur l'autre n'est pas nul. Regardez, le déterminant dans la base bêta 0 de gamma 0, je vous rappelle que on construit pour cela la matrice des coordonnées des vecteurs de gamma 0 dans bêta 0. Les n-1 derniers, c'est des 1, et le premier, c'est un moins 1, puisque ici, le premier vecteur, c'est moins 1 fois E1 plus 0 fois E2, etc. Bon, ça fait moins 1, c'est strictement négatif. Donc, bêta 0 et gamma 0 sont de sens contraire. Bêta 0 et gamma 0 sont de sens contraire. Prenons maintenant une base bêta quelconque de grand E. Si le déterminant dans la base bêta 0 de bêta est strictement positif, bon, c'est souvent comme ça qu'on sait, qu'on fait, une fois qu'on a une base de référence, disons bêta 0,
Pour savoir si une nouvelle base est en relation avec elle, on calcule le déterminant dans la base bêta, 0 de bêta. Si c'est positif, on sait que bêta 0 est en relation avec bêta, mais aussi que bêta est en relation avec bêta 0. Il y a symétrie. Donc, bêta est dans la classe d'équivalence modulo R de bêta 0. Alors, voilà le premier cas. Maintenant, dans le deuxième cas, si ça ne se produit pas, comme le déterminant est non nul, on le sait, le déterminant d'une base sur une autre est non nul, il est strictement négatif. Dans ces cas-là, on a la relation déterminant dans la base gamma 0 de bêta, c'est déterminant dans la base gamma 0 de bêta 0, et attention, il y a des zéros qui se baladent un peu partout là, déterminant dans la base bêta 0, de déterminant dans la base bêta 0, de bêta et déterminant dans la base gamma 0 de bêta 0, ce truc-là, alors c'est pas tout à fait celui-là, mais c'est moins 1 quand même. C'est 1 sur moins 1, d'accord? Donc, ça étant strictement négatif, le tout est strictement positif. Donc, bêta est en relation avec gamma 0. Je vous rappelle que dire gamma 0 en relation bêta ou bêta en relation avec gamma 0, c'est pareil. Et donc, bêta appartient à la classe d'équivalence modulo R de gamma 0. Alors, ceci prouve le résultat attendu. Les deux seules classes d'équivalence modulo R dans bêta de E, pas dans B de E, l'ensemble des bases de E, pas dans E, sont la classe d'équivalence de bêta 0 et la classe d'équivalence de gamma 0. Pour une base quelconque, il faut choisir. On est soit en relation avec celle-ci, soit en relation avec celle-là. Alors, c'est ce que je vous disais. Orienter l'espace vectoriel E, ça va consister à choisir laquelle de ces deux classes d'équivalence on considère comme la classe des bases dites directes. Alors, j'ai écrit ici ce que je viens de vous dire sur l'ensemble des bases de E. C'est l'union de la classe d'équivalence pour la relation avoir même sens que de la base bêta 0 et de la classe d'équivalence de gamma 0. Une union disjointe puisque la classe d'équivalence de bêta 0 inter la classe d'équivalence de gamma 0 est vide. On dit que ces deux classes d'équivalence forment une partition de l'ensemble des bases. Alors, définition, orienter E, c'est choisir l'une des deux classes d'équivalence ci-dessus comme étant celle des bases directes. On dit que l'une des deux est formée de bases directes. Et dans ces cas-là, l'autre c'est celle des bases indirectes. J'insiste, ce choix est purement arbitraire. On peut choisir de façon arbitraire l'une ou deux ou l'autre des deux classes. Vous savez que dans le plan usuel, on a choisi par exemple la base IJ que j'ai représentée ici comme étant directe. On dit qu'on va de I à J dans le sens trigonométrique et que cette base est directe. Mais c'est un choix arbitraire, on aurait pu choisir I moins J comme base directe. Une remarque, j'ai pas choisi la base IJ qui est orthonormale au hasard. Vous verrez quand on aura vu le chapitre sur les produits scalaires que ce sont les bases quand même les plus intéressantes. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que c'est qu'une base directe? Bon, un choix étant fait, il s'agit toujours de se ramener au déterminant dans la base initialement choisie comme directe. Je m'explique, ici j'ai pris U et V, deux vecteurs obtenus en faisant une rotation de I et J par un angle θ. Alors regardons ce que cela donne. Les coordonnées de U dans la base IJ, c'est cos θ et sinus θ. Les coordonnées de V, c'est le cosinus de θ plus pi sur 2 et le sinus de θ sur pi sur 2. Mais le cosinus de θ plus pi sur 2, c'est moins sinus θ, et le sinus de θ plus pi sur 2, c'est cosinus θ. Alors, j'ai pas bien la place, mais je le mets ici, c'est cos carré θ plus sinus carré θ, c'est 1 qui est strictement positif. Donc vous voyez que la base UV obtenue par une rotation d'angle θ à partir de IJ est
direct, si on choisit IJ comme direct. Et dans ces cas-là, par exemple, la base UV', elle est indirecte. D'accord? Donc ici, si on choisit IJ comme étant une base directe, UV est direct, quand U-V est indirect, UV' qui est moins V d'ailleurs, est indirect. Alors, cette orientation, je répète, ça donne lieu à des critères que vous connaissez, notamment dans l'espace, le critère de la main droite, là, I, J, K, on se réfère souvent, je répète, à des bases orthonormales. Là encore, dans l'espace, si on fixe une base IJK, pour savoir si une autre est directe, comme étant directe, j'entends, pour savoir si une autre est directe ou pas, c'est le déterminant sur cette base qui va donner la réponse. Voilà pour cet aspect de l'orientation. Je dis juste quelques mots sur la relation entre déterminant et R. Volume, on verra. Alors, j'ai appelé 5-4 calculs d'air ou de volume. Premièrement, parlons d'air algébrique dans P. P, c'est l'ensemble des points du plan. Soit U et V, deux vecteurs non collinéaires de P flèche. On peut poser U égale AB et V égale CD en prenant A et B, deux points AB qui est un représentant du vecteur AB. Du vecteur U, et A et D, un bipoint qui est un représentant du vecteur V. Dans ce cas-là, on peut construire le point C là, de façon que A, B, C, D soit un parallélogramme. Alors, dans la situation ci-contre, U n'étant pas collinaire à V, il n'est pas nul. Vous pouvez considérer un vecteur unitaire construit sur U. Par exemple, E1, c'est 1 sur norme de U fois U. E1, c'est 1 sur norme de U fois U. Je vous le mets ici, hop, E1, 1 sur norme de U fois U. Une fois E1 choisi, alors, à mon avis, le plus simple pour visualiser la notion d'air, c'est d'utiliser des bases orthonormales. Une fois E1 choisi, on peut choisir E2 de façon que la base E1, E2 soit orthonormale. Et puis, quelle est la propriété dont on a discuté dans le point précédent? Qu'elle soit directe. Alors on dit ici que E1, E2 est orthonormal direct. Alors, pour travailler avec des bases orthonormales, il y a un résultat important qu'il faut que vous connaissiez, qu'on verra ensemble un peu plus tard. Le résultat admis est le suivant. Le déterminant d'une famille de deux vecteurs de P flèche est le même dans toutes les bases orthonormales direct. On écrit ça souvent comme ça, déterminant dans une BOND de UV. On appellera ça le produit mixte. C'est le même partout. Donc ici, dans la base E1, E2, qu'est-ce que c'est? Alors, les coordonnées de U dans la base E1, E2, c'est norme de U d'abord, et 0. Les coordonnées de V dans la base E1, E2, c'est norme de V cosinus θ, où j'ai matérialisé l'angle θ entre E1 et E2. Et ici, norme de V fois sinus θ. Et ça, c'est norme de U fois norme de V fois norme de V fois le sinus de θ. Oui, mais ça... c'est l'aire du parallélogramme ABCD. Le sinus de θ, c'est le cosinus de pi sur 2 moins θ que j'ai matérialisé ici. Donc ça, c'est norme de U fois norme de ce vecteur-là. Et c'est l'aire. Alors, l'aire algébrique, parce que vous voyez que si V est dans l'autre sens, si V... avait été là, on aurait trouvé une aire négative. Donc on peut dire quand même, on dit que déterminant dans une BOND de UV est l'aire algébrique
Alors, algébrique, ça veut dire qui peut être négative. Algébrique du parallélogramme. A, B, C, D. Bon, vous voyez quand même que le déterminant a à voir avec le sinus et peut servir à calculer de cette façon des aires. Oui, mais alors vous allez me dire, si ça c'est en fait faire un calcul en prenant comme unité d'aire la base IJ de tout à l'heure, orthonormale directe usuelle. On pourrait prendre en fait n'importe quelle base et pas forcément orthonormale. Dans ces cas-là, l'unité d'aire, imaginez-la comme unité d'aire parallélipédique et la notion d'aire plus généralisée. Mais je pense qu'on est tellement habitué à raisonner en termes de base orthonormale et d'unité d'aire comme étant celle d'un petit carré que c'est comme ça qu'il faut présenter les choses. Mais encore une fois, c'est un cas particulier, alors qu'on développera dans le chapitre sur les produits scalaires. Je dis vraiment quelques mots sur le volume. Alors, parlons un petit peu de volume dans l'espace, soit UV et W, 3 vecteurs de E flèche. E flèche, c'est l'ensemble des vecteurs de l'espace, formant une famille libre. On dit qu'ils sont non coplanaires. Non coplanaires parce que une famille libre, c'est quand aucun des trois n'est combinaison linéaire des deux autres. Donc quand aucun n'est dans le plan vectoriel engendré par les deux autres. On dit non coplanaire. Je les ai représentés ici, UV, W, j'ai matérialisé θ, l'angle entre U et V, et un vecteur K ici, regardez, doublement orthogonal d'une part à U et à V. On choisit ici ce vecteur, alors on verra que c'est possible, hein, un vecteur qui est orthogonal au plan engendré par UV. On peut même en choisir deux, un vers le haut et un vers le bas. On en prend un qui est tel que UV et K est direct. Je vous rappelle qu'on a choisi un critère dans l'espace pour dire si une famille de 3 vecteurs formant une base est une base directe ou indirecte. Donc on choisit K tel que UVK est direct. C'est l'intérêt du paragraphe précédent. On prend K de norme 1. Ça c'est important là. Hein. K vaut 1 et UVK est direct. Alors, K valant 1, on va faire les calculs dans une base orthonormale IJK. Je sais qu'on peut faire, enfin, on n'est pas obligé d'utiliser une base orthonormale, mais je pense qu'encore une fois que c'est le meilleur moyen de comprendre la notion de volume. On va passer par un outil que vous avez peut-être déjà vu, c'est ce qu'on appelle le produit vectoriel. Alors, on dit que U vectoriel V, c'est norme de U fois norme de V fois sinus θ fois le vecteur K. Alors, tout ça demandera certainement du travail pour définir les normes à partir des produits scalaires, le sinus aussi. Bon, vous voyez, très important, que U vectoriel V, c'est un vecteur, U vectoriel V. Néanmoins, vous verrez que le produit vectoriel qui a UV associe U vectoriel V est ce qu'on appelle bilinéaire. Si à la place de U, je mets lambda U plus mu U' et que je fais le produit vectoriel avec V, j'ai lambda U vectoriel V plus mu U' vectoriel V. Une autre propriété intéressante dans une base orthonormale, c'est que si la matrice de U c'est U1, U2, U3, la matrice de V, V1, V2, V3, alors grâce au calcul U vectoriel V égale U1i plus U2j plus U3k, vectoriel V1i plus V2j plus V3k, la bilinéarité dont je vous ai parlé, et le fait que, regardez, alors ça c'est des choses que vous devez faire en physique, I vectoriel j c'est k, I vectoriel k c'est moins j, etc. On dispose de tous les produits vectoriels d'un couple à choisir parmi I, J et K. Donc en développant tout ça par trilinéarité, on trouve la matrice sur la base bêta de U vectoriel V. On se rend compte que la première coordonnée c'est U2V3 moins U3V2. Alors regardez, si vous barrez la première ligne, ça fait mentalement là dans ces deux colonnes, ça fait le déterminant restant en bas, U2V3 moins U3V2. Ensuite, on s'aperçoit que la deuxième coordonnée, c'est un moins, ici, facteur du déterminant U1V3, U3V1.
U1 V3 moins U3 V1, avec un moins devant. Et enfin, la dernière coordonnée, c'est le déterminant obtenu en supprimant mentalement la troisième ligne, U1 V2 multiplié par U2 V1. Alors, on va se servir de ce produit vectoriel pour calculer une forme de volume. Le produit vectoriel, ici, si vous voulez, il est comme ça. Ici, il n'était pas encore construit. Maintenant, je le construis. Voilà U vectoriel V. Alors, quel rapport avec l'air? Bon, d'abord, il y a le volume. D'abord, il y a un rapport avec l'air, c'est la valeur absolue. Regardez, norme de U fois norme de V fois sinus θ. Alors attention, c'est un vecteur, donc ici, il faut prendre sa norme. Si on veut ici qu'il y ait norme de K, il viendra norme de U fois norme de V fois valeur absolue de sinus. Autrement dit, la norme de U vectoriel V, ici c'est l'air de, allez, ce que j'appelle pi, où pi est la portion de plan que je hachure ici. J'assure ça là. En effet, regardez, la norme de U, c'est norme de U vectoriel V, c'est norme de U fois norme de V fois valeur absolue de sinus. Et d'après ce qu'on a vu dans le paragraphe précédent, norme de U fois norme de V fois valeur absolue de sinus, c'est l'air du parallélogramme hachuré. Alors, j'efface une partie pour maintenant essayer de comprendre quel est le volume du parallélépipède construit sur UVW. Alors, j'ai repris les notations précédentes, trois vecteurs, là, UV, W et U vectoriel V, qui est un vecteur construit collinéaire à K, où K est un vecteur unitaire, à la fois orthogonal à U et V, et de façon que UV et K soient une base directe. On a vu que la norme de U vectoriel V, c'est norme de U fois norme de V fois valeur absolue de sinus θ, c'est l'air de la portion de plan pi ici que j'ai hachuré, et d'autre part que la matrice sur la base bêta, qu'est-ce que c'est que bêta? C'est une base IJK, donc finissant par K, une base orthonormale directe. C'est U2V2 U3V3 qui est déterminant, moins U1V2 U3V3 et le déterminant U1V1 U2V2. Oui, mais alors, si maintenant on fait intervenir le vecteur W et notamment ses coordonnées dans la base bêta, justement, je les appelle W1, W2, W3. On va calculer le déterminant dans la base bêta de UVW. C'est le déterminant dans la première colonne est U1, U2, U3, V1, V2, V3, et là pour la deuxième colonne est W1, W2, W3. On peut très bien développer ce déterminant par rapport à la troisième colonne. Ça fait W1 facteur de U1, V2, U3, V3, moins W2 facteur de U1, V3 et V1, V, enfin le déterminant U1, V1, U3, V3. Je répète, U1, V1, U3, V3, vous voyez, j'ai supprimé ici cette ligne, la deuxième et la troisième colonne, plus W3, fois le mineur obtenu, enfin le mineur 3, 3, on a obtenu en enlevant la ligne et la colonne 3, il vient U1, V1, U2, V2, mais vous les reconnaissez cela là? Ça c'est les coordonnées de U vectoriel V sur la base bêta. Autrement dit, c'est première coordonnée de celle-là fois W1, plus cette coordonnée fois W2, plus cette coordonnée fois W3. Alors ça, on verra que ça correspond au produit scalaire. Il y a beaucoup de choses qui seront vues dans le chapitre sur les produits scalaires. Ça, c'est donc U vectoriel V, le tout scalaire W. Alors, bon, cette relation... Hop, ça peut servir, notamment, regardez, si on fait un petit peu de géométrie, le produit scalaire entre deux vecteurs, c'est norme de l'un fois norme de l'autre fois cosinus de l'angle ici. Alors, je vais prudemment mettre une valeur absolue autour de déterminant dans la base bêta de UVW. Je vais obtenir norme de U vectoriel V
multiplié par norme de W fois la valeur absolue du cosinus de l'angle que j'ai appelé phi. Mais ça, qu'est-ce que c'est? Regardez, hein, si ça c'est l'aire de la base multiplié par le vecteur W, enfin W fois cosinus θ, ça c'est comme si on redressait W. Ça fait R de la base multiplié par hauteur. W, la valeur, la norme de W fois cosinus phi, c'est la hauteur de ce parallélépipède rectangle que j'ai appelé delta. Autrement dit, ça c'est le volume de delta. Volume de delta ou delta. Alors, j'ai essayé prudemment ici de ne pas faire un dessin trop moche. C'est le parallélépipède porté par UV et W. Construit, on dit construit sur UV et W. Je ne sais pas si vous l'imaginez. En tout cas, ceci vous montre que, en calculant la valeur absolue d'un déterminant, on trouve un volume. Ça dans l'espace. Alors, on peut le faire là encore sans utiliser de base orthonormale, mais il m'a semblé que c'était le moyen le plus intuitif pour comprendre. Retenez de ce dernier point que la valeur absolue d'un déterminant, c'est une aire en dimension 2 et un volume en dimension 3. Voilà qui termine notre cours sur le déterminant. On reprendra justement sur un cours où on apprendra ce que c'est qu'un produit scalaire et ça donnera sans doute un sens aux dernières choses que j'ai écrites. À bientôt!